Merveilleux. Alors, dans cette récupération, comme à l'habitude, je vais passer au travers le guide d'études, puis je vais faire aussi des explications sur chacune des choses qui vont être à l'examen. Vous pouvez évidemment aller voir la récupération après. Elle va être sur Teams ou sur YouTube, mais comme je dis pas, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que en ce moment, je suis toute seule, pardon, dans cette récupération-là. Donc, j'imagine que si vous écoutez ce petit bout-là, c'est parce que vous êtes en rediffusion. Bon, c'est parti, les kikis. Alors, au départ, dans les modèles atomiques, on vous demande de connaître et de comprendre la différence entre les modèles atomiques de Rutherford, Rutherford-Bohr, Dalton et Thomson. Ça va avec tout ce qui vient aussi par la suite, c'est-à-dire identifier le nom des modèles atomiques selon leur représentation et connaître l'ordre chronologique de découverte. Puis être en mesure, en fait, d'associer tout ça, l'ordre chronologique, avec le nom des modèles, avec chacun des scientifiques, puis les différences de ces modèles-là. Donc, concrètement, pardon, ici, là, dans la fiche 1, tu dois savoir que si, par exemple, je te mets à l'examen une sphère comme ça, une sphère unique, tu dois savoir que c'est le modèle atomique de Dalton. Puis Dalton, ce qu'il dit, c'est que l'atome, c'est comme une bille. C'est tout. OK? Tu dois aussi savoir là, que Dalton, dans le fond, c'est le premier à avoir émis un modèle atomique de l'atome. Fait que ça se pourrait là, que dans l'examen, je te mette, par exemple, une ligne du temps comme ça. Puis là, que je te dise, ah, ben ça, c'est les années 1900. Ça, c'est les années 1800. Puis là, il y a comme un modèle ici, un modèle là, un modèle ici, puis un modèle là. Puis là, je te demande, c'est à peu près, ouais, c'est plutôt comme ça. Puis là, que je te demande, ben, associe chacun des modèles à la position sur la ligne du temps. Donc, tu dois être en mesure de dire comme, ah, celui-là, le premier, c'est le Dalton. Puis là, Dalton, là, par exemple, si je te mets comme une bille comme ça, il faut que tu saches que c'est lui, Dalton, qui a parlé de la bille. Ensuite, le deuxième modèle atomique, c'est Thomson. Thomson, ce qu'il dit, c'est que l'atome, c'est comme une bille chargée positivement, parsemée de petites particules négatives comme les électrons. On en parle aussi dans les cahiers, puis dans les exemples, comme le modèle pain au raisin. C'est-à-dire qu'il y a comme une grande surface qui est positive, comme ça. Puis à l'intérieur de cette surface positive-là, il y a comme des raisins là, ou des pépites de chocolat qui feraient les électrons négatifs. Donc ça, c'est Thomson. Thomson, il a découvert ce modèle-là ici, là, tout près des années 1900. Ensuite, on a le modèle de Rutherford. Rutherford, ce qu'il dit, c'est que c'est une charge positive sous forme d'un noyau ici, qui contient des protons, puis qu'on a des électrons qui vont graviter autour, comme tout mêlé. Fait que lui, c'est ce que Rutherford dit. Donc, Rutherford, lui, la différence entre Rutherford et Rutherford-Bohr, ce sont les couches. Fait que les couches, là, c'est avec Bohr qu'on peut observer ça. Donc, Rutherford, son modèle, il est ici. Puis quelques années plus tard, on a Rutherford-Bohr qui s'ajoute ici. Donc, Rutherford-Bohr, là, c'est les orbites. Donc, c'est la même chose. Le noyau est composé de protons et autour, il va y avoir des orbites et les électrons sont séparés sur les orbites. C'est le modèle aussi qu'on va vous demander de dessiner. Donc, c'est ce qui complète ici la première partie pour les modèles atomiques. Ensuite, on vous demande pour l'atome, connaître le nom des particules composant l'atome, leur charge et leur emplacement dans l'atome. Donc, tu dois savoir, c'est ici, qu'un atome est composé d'un noyau, que dans le noyau, en fait, ce sont des protons de charge positive et autour, il y a des électrons qui gravitent autour du noyau.
sur des couches. C'est ce que tu dois savoir là, quand on parle des composants de l'atome et de leur emplacement et de leur charge. Voilà. Tableau périodique. Bon, ça, c'est un gros morceau pour le tableau périodique. Premièrement, savoir que le numéro atomique représente le nombre de protons et d'électrons d'un élément. Ça, il faut que juste tu le saches parce que ça se peut que je te demande, par exemple, qui est cet élément, puis là, que dans le fond, mettons là, que je te dis, je suis l'élément qui a, je vais te l'écrire, je suis l'élément qui a 6 protons. Puis, je te donne seulement le tableau périodique que tu vois à l'écran qui est de l'autre côté de ton guide d'études. Fait que là, premièrement, là, il faut que tu saches l'ordre des éléments du tableau périodique. Il faut que tu saches que lui, c'est le numéro 1. Ensuite, l'hélium, c'est le numéro 2. Le lithium, le numéro 3. Beryllium, le 4. Bore, le 5. Carbone, le 6. Azote, le 7. Oxygène, le 8. Fluor, le 9. Pardon. Néon, le 10. Sodium le 11 et magnésium le 12. Fait que si je te dis, je suis l'élément qui a 6 protons, bien là, il faut que tu saches que, oh mon Dieu, mais le nombre de protons, c'est aussi son numéro atomique. Ça veut dire que celui qui a 6 protons, c'est le carbone. Le carbone. Il faut que tu saches aussi que le carbone, là, mettons que je te demande, là, c'est un peu tout mêlé avec le guide d'études, mais c'est parce que tout est relié. Après ça, je te demande, bien, le carbone, combien a-t-il d'électrons? Électrons. Pour le carbone, ben, il y en a 6 aussi, parce qu'il y a toujours le même nombre de protons et d'électrons, puis ça correspond au numéro atomique. Fait que mettons, là c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas ça du tout la bonne réponse, là, mais mettons que celui-là, là, c'est le numéro 80. OK? Ça veut dire que lui, là je sais que c'est pas ça, là, mais celui-là, là, ça veut dire qu'il y a 80 protons, puis il y a 80 électrons. Donc, c'est toujours comme ça. OK. Donc, ça, il faut que tu saches que le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons puis au nombre d'électrons d'un élément. C'est unique. C'est impossible qu'il y ait deux éléments qui ont le même nombre de protons ou le même nombre d'électrons. Ça veut dire que c'est des atomes du même élément. Sinon, c'est juste impossible. Zéro possible. Ensuite, connaître la caractéristique et la position dans le tableau périodique des non-métaux, des métaux, des métalloïdes. Donc, moi, je vais te donner un tableau périodique comme ça ici. Oups, il me reste mon petit E. Donc, il faut que tu saches, ça, c'est la fiche 2. Ici, de l'autre côté, il faut que tu saches que les métaux sont à gauche de l'escalier. Il faut que tu saches que ce sont donc des bons conducteurs d'électricité, ils sont ductiles et malléables, ils ont un éclat brillant, ils sont solides à température ambiante, sauf le mercure, et plusieurs réagissent au contact d'un acide. Tu sais, faut que tu saches, c'est des affaires, il faut que tu saches, c'est du par cœur. Ensuite, les non-métaux, ils sont à droite de l'escalier. Ils sont de mauvais conducteurs. Plusieurs sont gazeux, ils sont friables lorsque solides. Et les métalloïdes, eux autres, ils ont des propriétés qui varient. Ils sont de part et d'autre de l'escalier. Fait que ce qu'on avait fait dans les notes, là, pardon, ce que je t'avais demandé de faire, là, c'était sur ton petit tableau périodique qui était comme ici, celui-là, là, ici, mais moi, je vais le faire sur celui à l'endos de ton guide d'études. Mais tu avais identifié les couleurs. Ça veut dire que les métaux, on a dit les métaux, ils sont. C'est ça que je cherchais. Ouais. Les métaux, ils sont à gauche de l'escalier. Fait que tout le monde, sauf l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'exception. Donc, tout le monde ici, c'est un métal. Il faut que tu saches où est-ce qu'ils sont dans le tableau périodique. Donc, ça, là, jusqu'à l'escalier, ce sont des métaux. Comme ça. Gallium, je pense que c'est un métalloïde. Ça, c'est vraiment pas la fin du monde, là, si tu ne sais pas en deux. Ensuite, des non-métaux. On a dit à droite de l'escalier, sauf l'hydrogène. L'hydrogène aussi, c'est un non-métal. Alors, à droite de l'escalier ici,
Là, tous ceux qui sont ici, à droite de l'escalier, ce sont des non-métaux. Les métalloïdes, de part et d'autre de l'escalier, comme ça ici. Donc là, ça se pourrait, là, à l'examen, là, que je te pointe des places, puis je te dis, ça, c'est quoi, là? C'est quoi ces affaires-là qui sont là? Ça, là, comment on appelle ça, là, c'est ceux qui sont comme en bleu, là, en ce moment. Donc, il faut que tu le saches. Avec leurs propriétés. Ensuite, on te demande connaître les familles alcalins, alcalino-terreux, halogènes et gaz nobles, leur position dans le tableau périodique et leurs caractéristiques. Donc, il faut que tu saches que ici, c'est toujours la fiche 2. Si le alcalin, les alcalins, première colonne, ils sont mous et réactifs, ils doivent être conservés dans l'huile, ils n'existent pas sous forme d'éléments dans la nature. Il faut surtout que tu saches où ils se trouvent dans le tableau périodique. Ensuite, les alcalino-terreux sont très malléables et réactifs. Ils peuvent être conservés purs à l'air libre. Ils n'existent pas sous forme d'éléments dans la nature. C'est pas mal ça qu'on avait nommé. Ensuite, halogènes, non-métaux, des désinfectants. Ils réagissent facilement pour former des composés. Et finalement, gaz nobles, ce sont des non-métaux très stables. Très stables. Ça, c'est super important. Ils sont très, très stables. Ils existent sous forme d'éléments dans la nature. Fait que là, il faut que tu saches que les gaz nobles, c'est eux, là, les gaz nobles. C'est ceux qui sont ici. Dernière colonne du tableau périodique. Ensuite, les halogènes. Les halogènes, ils sont ici. Avant-dernière colonne du tableau périodique. Ensuite, les alcalino-terreux. Eux autres, ils sont ici. Deuxième colonne du tableau périodique. Puis finalement, les alcalins. Les alcalins, ils sont là. Première colonne du tableau périodique. C'est surtout ça qu'il faut que tu saches, là. Où est-ce qu'ils sont dans le tableau périodique? Voilà. Donc, ça, c'est pour les familles. Là, je te rappelle aussi là, que ton guide d'études, c'est pour t'aider à étudier. C'est pas pour que tu puisses, tu peux pas t'en servir à l'examen, là. C'est juste pour t'aider à étudier si jamais tu le veux. OK, ensuite, savoir reconnaître le nombre d'électrons de valence en fonction de la position de l'élément sur le tableau périodique. Bon, et savoir reconnaître le nombre de couches électroniques selon la position de l'élément dans le tableau périodique. Alors, c'est sous-entendu qu'il faut que tu saches c'est quoi un électron de valence. Donc, je vais effacer tout ça. Dans un électron, dans un élément, pardon, sur un atome. Bon, OK. Alors, sur un atome quelconque, par exemple, je vais dessiner un petit atome ici. Donc, dans mon atome, il y a un noyau. Le noyau, il est composé de protons. Et là, autour de mon atome, il y a des électrons qui se promènent comme ça autour. OK. Là, ce qu'on a vu avec le modèle de Rutherford-Bohr, c'est que ce n'est pas tous les électrons qui peuvent former des liens avec d'autres. Donc, c'est seulement les électrons qui se trouvent comme le plus loin du noyau de mon atome. Fait qu'on va dire sur la dernière couche électronique. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Autour du noyau de mon atome ou de mon élément, les électrons, ils sont répartis sur des couches électroniques. Alors, autour de l'atome, autour du noyau, la première couche électronique, elle peut avoir maximum 2 électrons. Elle est tout petite, là. C'est comme une Smart, là, elle est mini, là. Tu peux juste avoir là, 2 électrons, 2 personnes sur cette couche-là. Ensuite, sur la deuxième couche électronique, le maximum d'électrons qu'on peut avoir, c'est 8. Et les électrons qui se trouvent sur la dernière couche électronique de mon atome, on les appelle les électrons de valence. Électrons de valence. C'est eux qui font les liens avec d'autres
d'autres atomes. Fait que c'est comme des petits bras. OK, ça, c'est des petites mains, là. Ça... Vous voyez mes beaux dessins, là? Voici des petites mains. Fait que c'est comme des petites mains qui peuvent attraper d'autres atomes pour faire des liens, okay? Pour pouvoir faire des molécules. Fait que dans l'atome que je viens de dessiner ici, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 petites mains disponibles pour faire des liens avec des atomes. En fait, concrètement, là, il y en aurait juste 3, mais bon, en tout cas, fait que ça, c'est les électrons de valence. Alors, ce qu'on vous demande dans l'examen, c'est d'être capable d'identifier selon la position dans le tableau périodique le nombre d'électrons de valence. Donc, le tableau périodique il est bien fait. Là, il donne full d'informations. Ici, si on se trouve dans la première colonne du tableau périodique, les alcalins, on a un électron de valence. Ça veut dire que sur notre dernière couche électronique, on a seulement un électron qui est disponible pour faire des liens. On a une petite main. Donc, si on est hydrogène, c'est numéro 1. Ça veut dire que le noyau de l'hydrogène, il y a un proton. Puis autour du noyau de l'hydrogène, il y a un électron qui tourne autour. C'est tout. Il y a juste ça. Il y a un électron de valence. Ensuite, deuxième colonne du tableau périodique, il y a 2 électrons de valence. Ça veut dire que, par exemple, si on est beryllium, là, on est numéro 4, beryllium, fait qu'on a 4 protons. On a, je vais revenir tantôt pour les couches, mais sur notre dernière couche électronique, on a 2 électrons de valence. Ensuite, quand on étudie le nombre d'électrons de valence, toute cette section-là, là, on s'en fout complètement. C'est comme si ça n'existait pas. Voilà. Ça n'existe pas. Ensuite, si on est ici sur cette colonne-là, on a 3 électrons de valence. Donc, si je suis le bord ici, le bord, c'est le numéro 5, j'ai 5 protons, j'ai 2 couches, je vais y revenir tantôt, j'ai 3 électrons de valence autour. Donc, il y a possibilité de faire 3 liens. Ensuite, si on est dans celle-là, on a 4 électrons de valence. Ici, on en a 5. Ici, on en a 6. Pour les halogènes, on en a 7. Et ici, pour les gaz nobles, on en a 2 ou 8. Moi, je vous ai souvent dit qu'il y en avait 8. OK? Donc, à partir du néon, c'est vrai, là, à partir d'ici, il y en a 8 électrons de valence. Donc, la dernière couche, elle est pleine. Sauf que la vérité, c'est que l'hélium, il est là parce que sa dernière couche est pleine, lui aussi. Lui, là, dans le fond, il y a juste hélium, il y a une couche. Puis le maximum qu'on peut avoir sur la première couche électronique, c'est 2 électrons. Fait qu'il n'y a plus de place là, dans son autobus pour pouvoir faire des liens avec qui que ce soit d'autre. Donc, lui, c'est pour ça qu'il est dans la dernière couche, même s'il y a juste 2 électrons de valence. Donc, tu dois être capable de savoir reconnaître le nombre d'électrons de valence en fonction de la position de l'élément sur le tableau de périodique. Donc, ça veut dire que faut que tu saches, mettons que je te demande, OK, calcium, il y a combien d'électrons de valence? Bien, il y en a 2. Tu le sais, il est dans la deuxième colonne. Si je te dis iode, il y a combien d'électrons de valence? Bien, il y en a 7. Il est sur la 7e colonne. Si je te dis phosphore, il y a combien d'électrons de valence? Bien, il y en a 4. Il est sur la 4e colonne. Ce que je te suggère au début de ton examen demain, c'est d'identifier tes colonnes. Fait que d'écrire ici, là, tout de suite, tu les connais par cœur. Alcalin, alcalino-terreux, halogène, gaz noble. Puis après ça, d'écrire numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence. Comme ça, tu ne te tromperas pas. Ensuite, savoir reconnaître le nombre de couches électroniques selon la position de l'élément dans le tableau périodique. Donc, maintenant, l'information supplémentaire qu'on a, c'est que pas juste en fonction des colonnes, mais en fonction des lignes. Donc, ça, c'est la première ligne, la ligne la plus en haut du tableau périodique, nous donne le nombre de couches. Fait que les éléments qui se trouvent ici sur la première ligne, ils ont une couche électronique. Fait que là, j'ai hydrogène, lui, il a un électron de valence sur sa seule couche électronique. Puis hélium, lui, il a 2 électrons de valence sur sa seule couche électronique. Ensuite, deuxième ligne, ici, on appelle ça les périodes.
eux autres, ils ont deux couches électroniques. Fait qu'ils ont deux électrons, ils ont des électrons ici, puis ils ont des électrons à l'extérieur aussi, selon là, où est-ce qu'ils sont ensuite sur leur colonne. Ici, on a trois couches électroniques, donc noyau, 1, 2, 3. Ici, on a quatre couches électroniques, fait que noyau, 1, 2, 3, 4. Ici, 5. Ici, 6. Et ici, 7. Ça veut dire que les éléments qui sont dans le haut du tableau périodique sont beaucoup plus petits. Les éléments qui sont dans le bas du tableau périodique sont beaucoup plus grands. Ils ont beaucoup de couches électroniques, ils ont plein de stocks sur ces couches-là. Il y a plein d'électrons partout. OK, prochaine information. Comment maintenant tu sais comment placer tes... Ah, ben je vais le faire avec la notation de Lewis puis Rutherford, ces affaires-là. Passe tout. Et voilà. Presque propre. OK, ça va faire. Être en mesure de représenter un élément selon la représentation de Lewis. Donc, la représentation de Lewis, ce qu'elle dit, ça c'est écrit ici. Voilà, ça c'est dans la fiche numéro 3. Donc, pour faire la représentation de Lewis, nous, on avait écrit aussi qu'il fallait le symbole chimique, puis le nombre d'électrons de valence. Ça, c'est notation de Lewis. Donc, la notation de Lewis, on écrit le symbole chimique au centre, juste son symbole. Puis là, on va dessiner des picots selon les nombres d'électrons de valence. Et là, les électrons de valence, c'est la règle de l'autobus. Ce qu'elle dit, la règle de l'autobus, dessiner un beau petit autobus ici, avec ses 4 roues. Point, point, voilà. Puis j'ai mon petit chauffeur d'autobus qui est là. J'ai la porte qui est là. Fait que mon autobus, là, dans le fond, le maximum qu'on peut avoir dans cet autobus-là, c'est 8 bancs. Attends, je ne le ferai pas comme ça. Donc, 4 rangées de 2 bancs. 1, 2, 3, 4. Donc, la règle de l'autobus qu'elle dit, c'est que quand je suis un électron, je vais toujours choisir une place là, où est-ce qu'il n'y a pas d'autres électrons qui sont déjà assis, okay? Parce que tous les électrons ne se connaissent pas. Fait que le premier électron, il va aller dans son banc tout seul. Donc, si je dessine, par exemple, azote, là, je mets le symbole chimique au centre. Premier électron, il vient prendre son banc tout seul. Là, par convention, souvent, on commence à gauche ou à droite. Voilà. Deuxième électron, il rentre dans l'autobus, il va venir encore, lui, prendre un banc tout seul. Okay? Troisième électron, encore un banc tout seul. Quatrième électron, un autre banc tout seul. Là, le cinquième électron qui va rentrer, il est obligé d'aller s'asseoir avec quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de banc tout seul. Donc, il va s'asseoir ici, en avant, peu importe où. Là. Fait que là, c'est pour ça que je vais le mettre à côté comme ça dans ma notation de Lewis. Donc, eux autres, leur banc est plein. Ça veut dire que ça, c'est du complément parce que c'est ce qu'on va voir après ça dans le prochain chapitre. Ici, il me reste une place. Ici, il me reste une place. Ici, il me reste une place. Fait que concrètement, là, c'est 3 liens que mon atome d'azote va pouvoir faire avec un autre atome d'un autre élément ou du même élément. Donc, il y a 3 places disponibles dans son autobus. Cette place-là là, est pleine. Tu ne peux pas avoir un atome supplémentaire. Donc, ça, c'est pour la notation de Lewis. Maintenant, je vais en faire un ici avec le tableau périodique que vous allez avoir. Mettons que je te demande, OK, dessine-moi la notation de Lewis du magnésium. Donc, le magnésium, c'est celui-là, Mg. Alors, première chose, je vais écrire le symbole chimique et ensuite, ben là, je vais compter pour voir où est-ce qu'il se trouve dans le tableau périodique. Donc, ici, c'est un électron de valence, ici, 2 électrons de valence. Donc, j'ai mon autobus ici. Ça, c'est des phares, là, au cas où c'était pas clair. Donc, j'ai mes 4 bancs. 3, 4.
Alors, mon premier électron, il rentre, il va venir s'asseoir dans son banc tout seul. Voilà. Deuxième électron rentre, va venir s'asseoir dans son banc tout seul. C'est tout. J'ai juste 2 électrons pour Mg. Donc, c'est fini. J'ai rempli ma notation de Lewis pour Mg. Maintenant, je vais faire un autre exemple. Par exemple, je te demande de dessiner la notation de Lewis du chlore. Donc, le chlore, il est ici. Donc, je dessine Cl. Je vais faire mon autobus. Là, l'autobus, tu n'es vraiment pas obligé de le faire. Là. Je le fais juste pour illustrer, pour que ça rentre bien comment est-ce qu'il faut que tu mettes tes électrons autour. Oups, je vais faire, voilà, bel autobus. Alors, chlore, il est à 7e colonne. Il y a 7 électrons de valence. Donc, premier électron de valence, il rentre, il s'assoit tout seul. Et voilà. Deuxième, il s'assoit tout seul. Troisième, il s'assoit tout seul. Quatrième, il s'assoit tout seul. Cinquième rentre, il va venir s'asseoir avec quelqu'un dans son banc. Sixième, avec quelqu'un. Septième, avec quelqu'un. Donc, il me reste concrètement là, une place disponible ici pour CL pour pouvoir faire un lien avec quelqu'un d'autre. OK. Parfait. Maintenant, être en mesure de représenter un élément selon la représentation de Rutherford-Bohr. Donc, Rutherford, on se souvient, ici, là, c'est avec les couches. Comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est dans la fiche numéro 3. Donc, Rutherford-Bohr, on va représenter l'atome en mettant le nombre de protons au centre. Pour mettre le nombre de protons au centre, tu dois écrire le numéro, le nombre de protons ici avec un petit plus. Ensuite, tu vas dessiner le nombre de couches électroniques et tu vas venir placer les électrons de valence qui vont correspondre au nombre d'électrons de valence, là, comme on l'a vu. Ensuite, tu vas remplir les autres couches. Donc, la première couche, son maximum, c'est 2. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième couche, leur maximum, c'est 8 électrons. Donc, c'est juste la première où il y en a 2 au maximum. Et tu mets des petits moins. Mais les petits moins, c'est pas la fin du monde. C'est pas plus grave s'il n'y en a pas. Alors, comment je fais tout ça? Alors, je vais venir faire un exemple avec... je vais reprendre le même exemple. Je vais commencer avec magnésium. Ça, c'est encore une fois le tableau périodique que tu vas voir à l'examen. Euh, un instant.